Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Pulsation consacré ce mois-ci à l'épilepsie. Après la migraine, l'épilepsie est le premier motif de consultation pour un neurologue. En Suisse, près de 1% de la population souffre d'épilepsie, principalement les enfants et les personnes âgées. Si l'épilepsie fait peur, c'est que les crises peuvent être d'une rare violence. La première crise est toujours un choc pour le patient lui-même, mais aussi et surtout pour son entourage. Alors je me suis rendu compte que ma fille était épileptique lors d'une crise qui s'est passée un matin très tôt, où elle était allongée à côté de moi et où je l'ai sentie bouger et ça m'a réveillée. Et en la voyant, elle était donc allongée à côté de moi, elle avait donc les yeux révulsés, les lèvres violettes et puis elle avait des spasmes assez violents. Je me suis rendu compte qu'il présentait un problème à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Il faisait des petits clignements d'yeux. Au début, on m'a dit que c'était des tics. Et puis, un soir, il n'a pas arrêté de faire ses clignements d'yeux. Donc, le lendemain matin, on était à l'hôpital. Et puis, c'est là qu'on m'a dit que c'était de l'épilepsie. Je suis épileptique depuis l'âge de 15 ans. Et la première fois, ça s'est passé devant mon école, juste le matin, juste avant le début d'un cours. C'est l'entourage qui rappelle plutôt que comme quoi il s'est passé quelque chose. C'est à ce moment-là, on sent qu'il y a un manquant, mais on ne peut pas ni s'imaginer, ni se rappeler. C'est pas là. Il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies. Le diagnostic est définitivement posé lorsque les crises se répètent. Elles sont généralement dues à une suractivité du cerveau, une décharge électrique anormale au niveau des neurones. Alors généralement, une crise, c'est soudain. Ça arrive comme ça à un moment où on s'y attend le moins. Et puis Nathan, il a un grand mouvement de tension, donc il devient raide, il se raidit, il tombe, donc il perd toutes ses forces, ses yeux sont révulsés. Et puis il a des mouvements des 4 membres généralement, qui durent un certain nombre de temps, donc ça va de moins d'1 minute à, quand il était bébé, ça pouvait durer 20, 30, 40 minutes, et ça c'est extrêmement long. L'épilepsie est une maladie du cerveau, mais pas une maladie mentale. Cependant, elle peut avoir des répercussions importantes sur le quotidien. L'organisation de notre vie professionnelle a vraiment été bouleversée. Moi, j'ai dû m'arrêter 1 année pour m'occuper de Nathan. Et puis après, on a choisi de pouvoir continuer l'un et l'autre une activité professionnelle. Donc moi, je travaille actuellement à 50%, mon mari à 80%. Et de ce fait, ça nous permet de nous occuper de Nathan, qui grandit en âge et en taille, mais pas beaucoup au niveau de son autonomie. Les patients épileptiques ne peuvent vivre comme tout le monde. Certains sports leur sont interdits, comme certaines professions incompatibles avec des crises qui peuvent apparaître à tout moment. Quand j'étais petit, je voulais soit m'engager dans la marine ou soit être policier. Et puis, finalement, quand j'ai vu que j'étais épileptique et que les médecins m'ont dit qu'il fallait un peu laisser tomber tout ça, quoi. Du coup, je me suis tourné un petit peu vers les études et puis finalement, je vais faire prof, quoi. Il est difficile de déterminer l'origine exacte de la maladie, et ce dans 40% des cas. L'épilepsie peut être la conséquence d'un traumatisme à la naissance, d'une tumeur, d'un accident vasculaire cérébral ou encore d'une malformation. Les patients épileptiques ont aussi dans certains cas des prédispositions génétiques. Pour 2/3 des patients épileptiques, la prise de médicaments suffit. Le traitement chez l'enfant n'est pas fondamentalement différent de celui qu'on utilise chez l'adulte. On essaye en général de commencer par une molécule et de voir ce qu'on obtient du point de vue de l'efficacité. Si ça ne suffit pas et qu'on observe une récidive de crise, on est parfois amené à mettre en route un 2e traitement en parallèle, parfois un 3e traitement, ce qu'on essaie d'éviter de faire dans la mesure où plus on a de traitements administrés en même temps au même patient, plus on a de risques qu'il y ait des effets secondaires. L'une des autres approches qu'on utilise maintenant de plus en plus souvent, surtout dans certaines situations données, c'est d'utiliser un traitement non médicamenteux comme le régime cétogène. Ce régime cétogène est un régime qui est composé essentiellement de corps gras, de lipides, dont la dégradation entraîne la formation de molécules qui ont des effets anti-crise, qui ont été bien démontrés et qu'on aime bien utiliser chez certains patients dans certaines situations très précises. Cyril a réussi à stopper l'apparition de crises grâce aux médicaments. Si je prends mes médicaments, ça pose aucun problème. Mais si j'ai un petit souci, je prends un autre médicament comme un antibiotique qui est contre-indiqué, ce qui m'est arrivé au mois d'octobre, ça annule l'effet des médicaments des antiépileptiques, ce qui fait que
je peux faire des crises d'épilepsie, quoi. Mais en temps normal, ces médicaments sont efficaces. Et je peux vivre une vie plus ou moins normale. Pour Nathan, malgré une prise de médicaments importante, la maladie est loin d'être vaincue. Alors à partir de la deuxième crise, on a commencé avec un médicament qui est bien connu dans le traitement des épilepsies. Et malheureusement, ce médicament n'a pas été efficace puisque Nathan a continué à faire des crises de plus en plus fréquentes et longues. Donc on a commencé la valse des médicaments, c'est-à-dire on a rajouté un deuxième, on a rajouté un troisième, on a rajouté un quatrième. Actuellement, Nathan est donc à 4 médicaments 2 fois par jour, soit toutes les 12 heures. Souvent, c'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires au niveau de l'alimentation, au niveau de la somnolence, au niveau du langage. Il y a aussi des atteintes possibles au foie, etc. Et vous êtes partagé entre le fait de devoir donner des médicaments, vous dites voilà, ça va peut-être calmer ces crises, et puis vous vous rendez compte que ce syndrome, eh bien, il est réfractaire aux médicaments et il a toujours des crises d'épilepsie. Et ça, je le vis ça assez difficilement, quoi. Si 80% des patients sont stabilisés avec des médicaments antiépileptiques, 20% sont pharmacorésistants. Parmi ceux-ci, seuls 5 à 10% pourront bénéficier d'une intervention chirurgicale. La chirurgie de l'épilepsie est une approche qui est extrêmement intéressante dans la mesure où c'est une approche qui est curative. C'est-à-dire que si on a un succès avec l'opération, le patient est définitivement guéri de son épilepsie et il n'a à moyen ou à long terme plus besoin de prendre de traitement médicamenteux en espérant qu'il n'aura plus jamais de crise. C'est une approche qui est réservée à des situations qui sont très spécifiques, d'épilepsie dans lesquelles on observe des crises focales qui viennent toutes du même endroit. Cela nécessite évidemment un bilan qui est très approfondi. L'aspect intéressant chez l'enfant est que si on arrive à guérir les enfants de leur épilepsie en les opérant le plus tôt possible, eh bien on évite toutes les séquelles qu'une épilepsie chronique et sévère peut entraîner chez l'enfant sur son développement. Créée en 1995, l'unité d'évaluation pré-chirurgicale des Hugues accueille aussi bien les enfants que les adultes. Cette unité est d'ailleurs pour les enfants de plus d'1 an le centre de référence pour toute la Suisse. L'unité dispose de 3 chambres individuelles où les patients restent entre 10 et 15 jours afin de subir divers examens. Donc l'examen de base, c'est l'électroencéphalogramme avec 32 électrodes qui sont collées sur la tête du patient avec une patte de contact. On lance donc cet électroencéphalogramme avec une vidéo, donc 24 heures sur 24, ce qui nous permet d'enregistrer des crises lorsqu'elles surviennent. Le deuxième examen de base pour nous, c'est également l'IRM, qui permet de visualiser les anomalies structurelles lorsqu'elles existent et qui seraient éventuellement responsables des crises d'épilepsie. L'électroencéphalogramme et l'IRM sont également complétés par des tests neuropsychologiques qui ont pour but d'évaluer la fonction du langage, de la mémoire, de la cognition et aussi de la situation dans le temps et l'espace. Si ces examens ne sont pas suffisants, nous avons également recours à de la médecine nucléaire où nous procédons à des examens qu'on appelle le PET et le SPECT, durant lesquels nous injectons des traceurs légèrement radioactifs aux patients afin de mieux visualiser les foyers et leur métabolisme. Et enfin, si ces examens ne suffisent pas, nous procédons également à un électroencéphalogramme avec 256 électrodes qui sont posées sur la tête du patient. Cet électroencéphalogramme est beaucoup plus précis que le premier et permet de mieux localiser le foyer épileptique. Les Hugues, très en pointe sur ces sujets, travaillent à améliorer la cartographie du cerveau en couplant électroencéphalogramme à haute résolution et IRM de manière à permettre dans le futur d'opérer avec plus de précision le foyer épileptique. Le but de ces examens, c'est de déterminer la zone qui est à l'origine des crises épileptiques. Si tous les examens concordent entre eux et le foyer n'est pas situé dans une zone dite essentielle, le langage ou la motricité, souvent on peut proposer directement l'opération. Pour chaque cas, on se rencontre ensemble avec nos collègues des autres disciplines, neurochirurgie, radiologie, et aussi les collègues lausannois, afin de déterminer la prise en charge du patient, c'est-à-dire quel type d'opération, opération d'emblée, aussi il faut programmer d'autres examens. En dernier recours, c'est le patient qui décide s'il accepte ou non l'opération. Selon la gravité de la maladie et la localisation du ou des foyers sources de l'épilepsie, plusieurs types d'interventions peuvent être envisagés. Principalement, on a 3 types différents de la chirurgie d'épilepsie.
On a une type qui s'appelle curatif. C'est un type de chirurgie qu'on peut effectuer s'il s'agit d'une épilepsie bien délignée, où on a un foyer bien déterminé, alors on pourrait enlever cette foyer. La deuxième type, qui s'appelle chirurgie palliative, ça concerne plutôt les patients qui souffrent de épilepsies catastrophiques ou malformatives. Mais chez eux, on n'arrive pas à trouver un foyer bien déligné. Quelquefois, ils sont un foyer dans un territoire, l'autre fois, le foyer commence dans un autre territoire, mais on ne peut pas jamais vraiment trouver l'origine. Imaginez-vous qu'on a un patient qui souffre de 1000 crises épileptiques par jour. Si on arrive déjà à diminuer l'activité à 50% ou 60%, ça c'est déjà une telle amélioration pour cette patiente. Le troisième type de la chirurgie, c'est la chirurgie disconnective. Ils sont des abords chirurgicaux traditionnels, mais aussi modernes. Ça concerne le fait qu'on coupe les fibres qui connectent les deux hémisphères du cerveau. On a deux hémisphères. Et si on coupe les fibres qui permettent une transmission d'activité épileptologique d'un côté à l'autre, on peut interrompre l'activité épileptique. Le taux de guérison avec la chirurgie avoisine les 80%, mais le traitement médicamenteux est souvent maintenu pendant plusieurs années après l'intervention, avant d'être progressivement éliminé. Aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, chose que je ne pouvais pas faire avant, c'est reprendre le volant d'un véhicule. C'est une chose quand même importante, ça rend une certaine indépendance. Mener des séances, des entretiens, des rendez-vous avec certaines personnes en étant seul, et on se sent plus libre de ses mouvements, de ses choix. C'était très important, en tout cas pour moi. Pour les parents de Maël, opéré avec succès il y a 4 ans, la maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il a eu 8 heures d'opération et quand il est sorti d'opération, il jouait aux voitures, donc moi c'est pas possible. Alors, j'avais très peur par rapport à l'opération, qu'on passe au point zéro, qu'ils ne nous reconnaissent pas. Enfin, le cerveau, c'est quelque chose de tellement... J'avais un petit peu peur de tout ça et j'ai vu aucune différence entre avant et après. Même par rapport à sa zone qui touchait la vision, je me suis dit peut-être que si j'arrive du côté droit, il ne va pas me voir, etc. Mais il n'y avait pas de différence. Ce qui a changé, c'est que depuis, j'ai un petit enfant guéri qui ne fait plus toute crise d'épilepsie. Ça va faire 4 ans au mois de mars et puis on revit, c'est une nouvelle vie.